nous accueillir, à commencer par Monsieur le maire d'Aubervilliers, Jacques Salvatore. Il y a aussi Madame Khadija Saoumba, représentant du PLD France. Monsieur Guy Laberty, auteur et auteur du livre dont nous allons reparler, Monsieur Jean-Didier Cabral. Monsieur le maire, Monsieur Jacques Salvatore, c'est à vous. D'abord vous dire bonjour à tous et à toutes, vous souhaiter la bienvenue à Aubervilliers. Et cette ville se veut, par sa nature, par son histoire, par son tempérament, une ville profondément internationale, plus de 150 nationalités s'y côtoient, mais en nombre, avec des histoires respectives qui nous intéressent, qui nous passionnent, qui font que quand on habite Aubervilliers, on est plus intelligent que les autres, parce que forcément on côtoie plus de monde que les autres, et qu'on a une connaissance de l'histoire. Merci beaucoup Grégory. Distingués invités, chers compatriotes, chers amis. Depuis ce 3 février 2008 où Ibni brutalement fut arraché à sa famille, ses amis, son parti, sa patrie, 5 ans déjà. Ibni a été enlevé par les forces gouvernementales au service du régime en place parce que ses idées dérangeaient et menaçaient les fondations de ce pouvoir. Après avoir liquidé physiquement le professeur Ibni Omar Mamad Saleh, le pouvoir met tout en œuvre pour liquider aussi son héritage politique. Le harcèlement sur le PLD est constant, mais nous tenons bon et malgré toutes les tracasseries, nous avons tenu cette année du 19 au 20 janvier 2013, le 3e congrès de notre parti qui fut un grand succès avec plus de 2000 participants venus de toutes les régions du Tchad. Ibni représente le symbole de tous ces valeureux cadres à qui nous rendons hommage aujourd'hui à travers cette cérémonie. J'ai été impressionnée par la qualité de son écoute, intéressée par les questions qu'il me posait, surprise de voir qu'il pouvait s'intéresser vraiment au projet d'autrui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai connu Ibni Omar Mamad Saleh grâce à Marie-Josée Tuliana qui partage beaucoup de choses et qui m'avait, au moment où je partais pour le Tchad pour ma thèse, donné ses coordonnées. C'est la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui parlait vraiment de façon honnête à une blanche, une jeune femme blanche qui allait enquêter sur la violence dans l'est du pays. Non seulement au Tchad, mais comprenez que dans l'Afrique actuelle et surtout dans l'Afrique centrale, la République centrafricaine n'est pas aussi loin, nous subissons les mêmes sorts. Et si nous nous taisons, je crois qu'il n'y aura personne pour faire jaillir ces vérités dans nos pays. Mais malgré tout, il y avait l'amitié. À la vie, à la mort, on va dire. Parce que là, il y a eu la mort depuis, et mon mari est Ibni. Mais ça restera toujours. Ibni, après la mort de Naji, il a toujours été là pour moi. C'était un ami, c'était un frère. Que j'ai eu avec Ibni, elle était téléphonique. C'est suite Guy avait appelé Ibni et m'avait présenté à lui, et donc j'avais eu l'occasion d'échanger pour la première fois quelques mots avec Ibni, dont Guy m'avait déjà plusieurs fois parlé, le connaissant depuis trop longtemps. Ibni et sa femme et leurs enfants à l'époque, elle était enceinte d'ailleurs cette année-là,
il faisait partie tout simplement de nos collègues de travail. J'avoue que là, j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait eu toute une vie clandestine qu'il avait eue même apparemment dans les années 70, d'après ce que... Engagé dès 1968 dans l'action syndicale et associative, Guy Laberty a animé puis dirigé la revue Libération Afrique. Il a rejoint tardivement le Parti Socialiste Unifié, dont il a été le dernier responsable des relations internationales. Membre du secrétariat international du Parti Socialiste, il a été délégué national à l'Afrique du PS de 1993 à 2006, membre du Haut Conseil à la coopération internationale, au titre de la Fondation Jean Jaurès, dont il a animé l'action vers l'Afrique et l'Amérique latine. Il a été élu local socialiste de la ville de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. À titre personnel, pour les éditions du Gris-Gris, nous qui étions jusqu'à maintenant des garnements qui faisions de l'édition un peu sauvage et militante, on monte en première division grâce à ce monsieur, grâce au sujet qu'il traite et grâce à la figure d'Ibni. Donc je laisse la parole à Guy Laberty, que je suis très fier d'éditer. Merci, merci Grégory. Je crois que les différents témoignages qu'on a entendus sont déjà un reflet de ce qu'était Ibni, Ibni Omar Mahamat Saleh, qu'on appelle tous Ibni d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai intitulé le livre comme ça. Si j'ai tenu à écrire ce livre 5 ans après sa disparition, bon, je dis après sa mort, parce qu'il faut être lucide, et même si c'est très dur, j'ai tenu à le faire parce que ça a été un compagnonnage extrêmement long, à la fois politique et plus intime. Ce groupe d'information sur le Tchad, nous étions 7. Il y avait ici à Chek, il y avait Adoum, il y avait Ibni, côté tchadien, il y avait Jacques et sa compagne, il y avait Colette Fauconnier qui est décédée, et moi-même qui était le dernier arrivant en 1975. Et j'ai insisté dans le deuxième chapitre sur ce que j'ai appelé les palinodies assassines de la France. Pour moi, il ne fait pas de doute que les autorités françaises étaient parfaitement au courant de l'arrestation d'Ibni Omar. Gérard, effectivement, s'est battu auprès du directeur Afrique, du directeur de cabinet de Kouchner, etc. Et puis bon, on nous servait des salades. Pendant 10 jours, 15 jours, il y a eu des points de presse du Quai d'Orsay où on nous racontait du n'importe quoi. Peut-être qu'on le faisait raconter, après tout, à un haut fonctionnaire qui ne savait pas la vérité. Mais les autorités françaises savaient au plus haut niveau qu'il avait été arrêté. Et ce rapport d'enquête dit bien que Ibni Omar a été présenté à Idriss Déby le soir même, le dimanche soir. Il faut le dire aussi, les autorités françaises, en particulier au plan militaire, l'attaché de défense de l'époque, Jean-Marc Marie, est assez au courant de ce qui s'est passé. Il a lui-même parfois, de façon tout à fait privée, mais donc je ne remets pas ça sur le tapis, parler d'autres militaires français ou agents de l'ombre qui en savent beaucoup sur ce qu'a été le sort d'Ibni Omar. Je vois la couverture du livre et j'entends Johnny Hooker, I Can't Hold On. Et c'était ce morceau qu'Ibni mettait toujours quand il est arrivé à la maison. Moi, si vous voulez, pour moi, c'est ça aussi la politique. Avec Gbagbo aussi, nous avions un amour commun pour la musique, le chant. Et bon, j'essaierai modestement de continuer d'en faire, un peu plus publiquement d'ailleurs, parce qu'il faut bien, si j'ose dire, dans les difficultés de la lutte, se détendre, et on peut aussi mener des combats par la chanson et par la musique. La rencontre avec Ibni coïncide avec ce qu'a déjà raconté Marie-Françoise Roy. Donc j'étais à Niamey, à l'université de Niamey, entre 80 et 83, au département de mathématiques de l'université de Niamey, où enseignait aussi Ibni. À l'époque, au département de mathématiques, il y avait peu d'enseignants africains, c'était essentiellement des expatriés à l'époque. Donc Ibni faisait partie des quelques Africains qui enseignaient au département de mathématiques. Nous étions arrivés ici donc au début des années 70 comme étudiants, et à l'époque avec le Frolina au Tchad, en tant qu'intellectuels, révolutionnaires, marxisants, nous étions tous
au féminin. Et donc, nous étions tenus à une double clandestinité. Première clandestinité, c'est que le Frolina était un mouvement rebelle, même était considéré comme ennemi de la France qui intervenait au Tchad là-bas contre les forces du Frolina, etc. Donc, déjà, c'est pas comme maintenant où on peut être djihadiste, être réfugié à Londres. Hein. À l'époque, bon, c'était dangereux du point de vue français. Donc, on était tenu à une première clandestinité déjà en France. Pour vous permettre de comprendre dans quel sens se réalisent les disparitions au Tchad. Bon, aujourd'hui ils sont tous partis avant moi. Maintenant je peux partir tranquille. Après. Je sais pas, le docteur Outel Bono qui pensait que on peut faire du Tchad quelque chose, mais à la seule condition que le Tchad ne soit pas subordonné aux influences extérieures. Vous savez de quoi je veux parler. Tout est fait de manière à ce que les autochtones, c'est-à-dire les véritables enfants du pays, ne détiennent pas l'avenir de leur pays. Autrement dit, bon, ben, vous voyez, toutes ces photos d'intimité, pour moi, le Tchad, c'est le thé. Il y avait des réunions interminables à la maison, à 13, à 15, etc., autour du thé vert, etc. Et ça, ce sont des moments très chauds, si bien qu'aujourd'hui, vous voyez, bien sûr, on est à la fois triste, mais pour moi, ça reste des moments de vie. Et je voudrais conclure en disant, il y a la vie, il y a la mort, mais même la mort est dans la vie. Et quand on en parle, il faut savoir que tout ça contribue à nous aider à continuer de vivre et surtout continuer de lutter pour que les choses changent, pour que le monde change et qu'on fasse un petit peu bouger la vie et bouger ce monde.